Bien, alors nous sommes ici dans la salle vestiaire du mikvé médiéval de Montpellier. Nous avons appréhendé sur la longue durée la présence juive à Montpellier et en Occitanie. Dans cette deuxième partie, nous allons décrire le bain rituel juif de Montpellier qui est attesté dans les documents archivistiques en 1277 dans un acte de vente d'une maison qui jouxte au 1 rue de la Barallerie, la synagogue et ses dépendances. On parle d'une domus colliu deorum qui comporte cette synagogue, cet ensemble synagogal médiéval, 4 entités: le mikvé, le bain rituel juif, la synagogue, la maison d'études et la maison de l'aumône. On en parle pour la première fois au XIIIe, mais d'après les archéologues, ce mikvé est du XIIe siècle, les années 1100. C'est l'un des rares retrouvés sur le vieux continent. Nous en avons moins d'une dizaine, et pas tous visibles, pas tous quand ils sont visibles avec de l'eau. Quand il y a de l'eau arrivant par les mêmes conduits qu'au Moyen-Âge. Bref, ce mikvé est un bijou de l'art roman, est un trésor patrimonial pour la ville de Montpellier. C'est l'un des 2 plus anciens monuments religieux de la ville avec la crypte de Notre-Dame. Alors, effectivement, il comporte plusieurs parties. Il a vraisemblablement fonctionné du XIIe, XIIIe au XIVe siècle. Il comporte 2 niches murales en face de moi, déjà murées à l'époque pour entreposer l'éclairage, les affaires. Nous avons 3 banquettes au sol, vous avez eu un bon réflexe de vous asseoir. À ma droite et en face sont d'époque médiévale, ici des années 80 reconstituées à l'identique. Des fenêtres, des ouvertures, canon acoustique puis lumière, pour laisser rentrer la lumière du jour, entendre le chant synagogal, peut-être, effectivement. Le niveau de sol a été recréé, mais c'était le même au Moyen-Âge. Et enfin, cette magnifique fenêtre géminée, un motif floral et végétal, fenêtre bilobée, relativement frustre, mais intéressante parce que l'une des seules visibles dans le domaine public à Montpellier. Cet ouvrage a été réalisé par des architectes chrétiens à la demande de la communauté juive, ce qui montre une porosité entre les frères aînés monothéistes, une interpénétration culturelle et religieuse. Et enfin, le bassin d'eau, vous avez apprécié tout à l'heure, profondeur taille humaine, 40 CA, l'unité de mesure biblique qui correspond à des millilitres d'eau, avec 7 marches, comme les 7 jours de la semaine, puisque le monde a été fait en 6-7 jours. Les 2 au plus profond sont d'époque, les 5 autres ont été reconstitués à l'identique. Alors pourquoi disais-je que ce mikvé est licite et kasher en hébreu? C'est parce qu'il répond aux normes requises par la halakha, la loi juive. C'est une eau qui ne stagne pas, mais qui se renouvelle à l'image de la vie. Le baptême et l'eau bénite chez les chrétiens, ça coule de source, ça vient du mikvé. Il faut qu'il y ait un content d'eau, c'est le cas, pas de vase à la surface, une eau qui bouge, qui se meut, voilà, qui coule, c'est à l'image de la vie. Effectivement, le baptême et l'eau bénie donc pour les chrétiens vient du judaïsme. Dans l'islam aussi, il y a cette symbolique aquatique. Ceux qui embrassent le judaïsme, qui se convertissent, doivent passer inévitablement par le mikvé, s'immerger une fraction de seconde. On s'immerge nu une fraction de seconde avec des bénédictions d'usage. Et on passe de l'état de tamé, impur en hébreu, à taor, pur. Il est souvent associé à la jante féminine, sans doute parce que c'était devenu un lieu de sociabilité quand les juifs étaient plutôt les hommes à la synagogue, parce qu'il y a le cycle mensuel, les femmes doivent y aller après les menstrues et avant le mariage. Les hommes aussi y vont, moins car il n'y a pas cette fréquence mensuelle. C'est donc un mikvé qui effectivement est l'un des plus anciens d'Europe. Après le départ des Juifs, après l'expulsion, les chrétiens s'en serviront comme d'un puits. Le lieu sera désacralisé, mais d'une certaine manière, sauvegardé. Il tombera dans l'oubli. Et des historiens, au début des années 80, curieux, chercheront dans les archives latines chrétiennes des traces du judaïsme occitan. Et, facteur chance, il y a la vente d'une maison qui jouxte la synagogue et ses dépendances. Ils sont allés voir la municipalité, à l'époque c'était Georges Frêche, qui a accepté, ce n'était pas le cas de tous les premiers magistrats de l'époque, d'enclencher un processus pour peut-être plus rien trouver. Et Alain Jansac, architecte en chef, le mettra à jour
au début des années 80 et il sera inauguré pour le millénaire de la ville de Montpellier. Y a-t-il des questions sur le fonctionnement, sur la symbolique de ce lieu? Moi, je veux bien savoir comment l'eau, quelle est la circulation de l'eau en fait, d'où elle vient, si vous parliez. Par la nappe phréatique, une eau souterraine. Nous sommes ici au sommet de la montagne, il y a souvent de l'eau en souterrain. Donc c'est la nappe phréatique, le ruissellement des eaux de pluie. Par capillarité, les pierres laissent transpirer l'eau comme un gruyère. C'est ainsi qu'il est approvisionné. Un peu comme une piscine, il y a un orifice qui laisse entrer et sortir l'eau. Il n'est plus utilisé aujourd'hui, hein, du tout. Non, il pourrait l'être. Il pourrait, oui. Mais c'est un site muséal qui appartient à la ville, qui est fragile, qui est sauvegardé, donc il reste dans son état de site muséal, mais il pourrait en théorie effectivement être utilisé. Et le niveau d'eau varie beaucoup? Légèrement, quand il y a des fortes pluies, l'eau sensiblement monte, on voit une sorte de marque brune autour, vous voyez, il monte de quelques centimètres, de quelques dizaines de centimètres. Quand il y a eu des épisodes sévenols, on a pu s'apercevoir que l'eau arrivait jusque dans la salle vestiaire, mais c'est assez exceptionnel. Le niveau de la partie construite, c'était beaucoup plus haut ou c'était à ce niveau-là? C'était à ce niveau-là, mais au Moyen-Âge, les rues étaient à 50 cm, 1 mètre plus bas. Au fil du temps, on a mis des couches successives. Dès qu'on creuse, on trouve la calade du XVIIe. Et au Moyen-Âge, les rues étaient en terre battue. Voilà, alors vous pouvez effectivement admirer ce lieu, prendre des photos. Et on va passer à la dernière partie de cette visite du mikvé médiéval de Montpellier.